Bonjour à tous, merci de suivre notre toute première émission de Pay Japan TV, à quoi PGTV. Je suis Hunting S-Trooper sur le chat. Et salut, moi c'est Pile et je suis Chocopanda sur le chat. Bienvenue. Nous sommes membres du comité Pay Japan, qui est une commission de l'AGPLI, l'Association Générale des Étudiantes et Étudiants, à l'EPFL, et qui organise chaque année la convention Japan Impact. Comme tout le monde, nous avons subi les conséquences de la crise sanitaire cette année et nous en avons profité pour lancer une toute nouvelle aventure, en plus du traditionnel Japan Impact que nous commençons tout juste à organiser avec le nouveau comité. On espère revenir à l'heure normale en février 2022. On compte sur vous pour nous soutenir, mais en attendant, voici PJTV. Le concept de PGTV, c'est de vous faire découvrir la culture japonaise à travers des nouvelles, des chroniques, des reportages ou des revues d'animés et ou de mangas. On a aussi prévu de faire des tests de nourriture ainsi que des anecdotes sur la culture japonaise en Suisse ou dans le monde entier. Du coup, vous pouvez nous suivre sur Twitch, Facebook et Instagram pour être au courant des prochaines dates. Les modérateurs, ils vont tout de suite vous mettre les liens sur nos différents réseaux sociaux dans le chat. Et ça en vaut la peine parce que il y aura aussi des concours et des prix à gagner, comme par exemple des entrées au prochain Japan Impact. On vous en dit plus en fin d'émission, donc restez. En attendant, voici le sommaire. Alors, on va commencer par vous parler des nouvelles. Ensuite, on va continuer avec des chroniques de Hanami. Et le chronique, l'interview de la forêt japonaise. Et on va terminer avec la review live du film Demon Slayer qui est actuellement au cinéma avec les invités du comité Elsa et Jérémy. Voilà. Pour commencer, nous avons quelques nouvelles récentes que vous aurez peut-être manqué durant votre période de révision, mais ne vous en faites pas, nous sommes là. Donc commençons par les Jeux olympiques. Donc l'ouverture des Jeux olympiques est dans un mois environ et le sentiment semble mixé entre ceux qui en s'en réjouissent et les opposants dus à la crise sanitaire actuellement au Japon qui est très forte. Le gouvernement japonais a levé aujourd'hui l'état d'urgence dans la plupart des préfectures du pays, dont celle de Tokyo qui accueille les JO, tout en maintenant certaines mesures. Pour rappel, la présence des spectateurs venant de l'étranger a été interdite depuis l'annonce en mars dernier. Une décision sur la présence des spectateurs locaux devrait être prise en début de semaine prochaine. Ensuite, nous aussi plus près en Suisse, on vous informe qu'en ce moment, il y a 2 expos gratuites jusqu'en novembre 2021 au musée olympique à Lausanne, Sport X Manga et Tokyo 2020. Donc allez-y parce que c'est vraiment très intéressant. Et si vous avez la flemme, regardez PJTV en juillet parce que nous avons réservé un petit reportage. À toi, Hansing. Oui, alors on va continuer avec les annonces qui ont été faites durant l'expo E3. Bon, les annonces n'ont pas été très surprenantes. Voici quelques sélections de titres qui pourraient vous intéresser. Alors, de la part de Nintendo, ils nous ont publié un trailer de la nouvelle épisode de Legend of Zelda, Breath of the Wild 2, qui sortirait probablement en 2022. Pour rappel, Breath of the Wild avait été un des rares jeux qui avait été noté 20 sur 20 par jeuxvideo.com. Ensuite, il y a Metroid Dread ou Metroid 5. Les fans auront attendu après 19 ans ce dernier opus qui conclura en fait la saga en 2D vieux de 35 ans. Ensuite, il y aura aussi un jeu Marvel avec les Gardiens de la Galaxie. En ce moment, il y a Mario Golf Super Rush qui va sortir. Et il y aura un nouveau Mario Party Superstar, enfin nouveau entre guillemets, parce qu'en fait, il regroupera plus de 100 mini-jeux, mais qui existaient déjà dans les anciens épisodes, et notamment de la Nintendo 64. Il y aura aussi WarioWare, qui comportera aussi des mini-jeux. Donc ça, c'est vraiment tous les nouveaux jeux. Et ensuite, on a des DLC pour Hyrule Warrior qui sont annoncés, et aussi un nouveau personnage dans Super Mario Smash Bros, qui est Kazuya de Tekken. Du côté de Square Enix, ils ont annoncé un nouveau jeu Final Fantasy Stranger of Paradise. Et aussi, ils vont annoncer qu'ils vont remasteriser les 6 premiers jeux de la franchise Final Fantasy. D'autres jeux qui pourraient vous intéresser, on a Starfield, Stalker 2 Hearts of Chernobyl, il y aura aussi Halo Infinite, il y a aussi Back 4 Blood, qui est un nouveau jeu développé par les créateurs de Left 4 Dead. Il y aura aussi Sea of the Thief, avec comme invité Jack Sparrow. Il y aura aussi Diablo 2 Resurrected. Et un petit dernier très sympa, Battlefield 2042, qui se passe 100 ans après Battlefield 1942, qui est sorti en 2002, et qui se passe 100 ans avant Battlefield 2142, qui était sorti en 2006. Bon, le trailer, il était très impressionnant.
parce qu'il y avait un soldat qui sort de son avion de chasse et qui tire une roquette sur un autre avion. Et bien sûr, il le touche et surtout, il retourne tranquille dans son avion. Et c'est maintenant un standard depuis qu'un joueur a réussi à faire ça dans Battlefield 3. Voilà. Et vous, dites-nous, est-ce qu'il y a un des jeux annoncés à l'E3 qui vous donne super envie? Dites-nous dans le chat parce que on vous suit aussi en live, hein. Donc n'hésitez pas. Ensuite, on va continuer avec l'univers Gundam, qui s'est beaucoup développé ces derniers temps. Si vous avez suivi, en fin avril, il y a eu un 4e Gundam en taille réelle qui a été construite. Donc, quand on dit taille réelle, c'est vraiment, il fait 18 mètres de hauteur. Et il a été construit à Shanghai. Donc, il s'agit de Freedom de la série Gundam Seed. Pour rappel, l'univers Gundam a été démarré en 1979 par une série et il y a eu des maquettes de construction. Et aujourd'hui, l'univers est énorme avec plus d'une vingtaine de séries et de films et énormément de produits dérivés, dont des Gunpla. On vous en détaillera plus éventuellement dans une prochaine émission. Aujourd'hui, au Japon, il y a actuellement 3 Gundam de taille réelle qui sont construits, dont un qui est mobile et qui se trouve à Yokohama. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller faire un petit tour, faites-le pour moi, car je n'ai malheureusement pas le temps d'y aller et surtout le droit. Et enfin, toujours dans l'univers Gundam, il y a un nouveau film qui est sorti récemment au cinéma, Gundam Hathaway Flash. C'est le premier film d'une nouvelle trilogie. Alors, l'histoire est une suite en fait de la série initiale Mobile Suit Gundam et c'est la suite du film Char Contre-Attaque qui est sorti en 1988 et qui avait marqué la fin de la saga. Donc, ce nouveau film va démarrer en fait une nouvelle histoire 12 ans après. Et aussi, il sera disponible sur Netflix en début juillet. Dans les news, je profite aussi de vous parler de Carlos Ghosn, l'ancien patron du groupe Renault-Nissan. Donc, si vous n'avez pas suivi, Carlos est le patron en fait, de Renault, de Nissan et de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Et en fait, il est aussi le président du conseil d'administration de Nissan, Mitsubishi Motor et de Avtovaz, qui est une entreprise russe. En gros, en fait, il a beaucoup de pouvoir. Et en fait, au Japon, il a été accusé par la justice japonaise parce qu'en fait, il est suspecté de dissimuler en fait, des revenus dans la publication financière de Nissan. Et il a été inculpé pour l'utilisation des fonds de l'entreprise à des fins privées. Et début de la semaine dernière, un procès a été ouvert contre 2 complices présumés, en fait, parce qu'en fait, Carlos a pris une fuite. Non. Il s'est enfui du Japon, pour aller au Liban, illégalement, on va dire, et il a été aidé par 2 complices. Et ces 2 personnes sont Michael Taylor, qui est un ancien membre des forces spéciales américaines reconverti dans la sécurité privée, et son fils. Ils ont été arrêtés aux États-Unis en mai 2020 et ils ont été extradés au Japon mars dernier après avoir épuisé en fait tous les recours possibles. Donc, pour faire un peu l'histoire, en fait, en novembre 2018, Carlos a été arrêté. En fait, il avait été placé en résidence surveillée à Tokyo, mais en fait, durant sa liberté sous caution, dans l'attente de son procès, il a réussi à quitter clandestinement le Japon avec l'aide de ces 2 personnes-là, qui est Michael Taylor et George-Antoine Zayek. Et ils se sont enfuis par l'aéroport d'Osaka en se faisant passer par des musiciens. Et aujourd'hui, George-Antoine reste toujours introuvable. Et pour finir, un petit dernier, on apprend aussi que le partenariat entre Credit Suisse et SoftBank, un groupe bancaire japonais, Credit Suisse, il souhaiterait mettre fin au partenariat, qui est en fait un important créancier de Greensill Capital, qui est en ce moment en faillite. Donc, si vous avez suivi l'épisode, Credit Suisse avait une exposition en début mars d'environ 10 milliards sur cette position-là et qui s'est récemment réduite à 6 milliards.
Voilà, en ce qui concerne les nouvelles. Maintenant, on va continuer avec une chronique sur l'Arboretum Hanami. Donc, Peel est allé visiter l'Arboretum récemment au Vallon de l'Aubonne. C'est bien ça? Exactement, Hansing, je suis allée 2 fois pour capturer la beauté des fleurs de cerisier, les fameux sakura. Et une deuxième fois, enfin une dernière fois, parce que je suis allée 3 fois en tout, hein, pour interviewer le responsable de la partie forêt japonaise. Et du coup, on vous laisse découvrir tout ça avec la symbolique et tout ça. Donc, on peut y aller, Largy. Au début du printemps, les Japonais se pressent dans les parcs pour admirer les cerisiers en fleurs, les sakura. C'est la fête du Hanami. En français, regarder les fleurs. Et en Suisse romande, où aller pour admirer les pétales roses? À l'arboretum de l'Aubonne, par exemple. Suivez-moi, je vais vous y conduire. Il se trouve entre les communes d'Aubonne, Saint-Livre et de Monthérault, au-dessus d'Alamand. Bien que situé dans le vallon de la rivière qui porte le même nom, l'arboretum est accessible par transport en commun. Il y a plusieurs accès possibles. Celui-ci est mon préféré, car c'est plus court et avec moins de trafic. Un arboretum, c'est un parc botanique dédié aux arbres et aux buissons. Celui de l'Aubonne est à visiter absolument. Plus de 200 hectares de forêt et de prairies accueillent des plantes du monde entier. En plus des végétaux, on y trouve nombre d'insectes, des oiseaux, des amphibiens et encore plein d'autres animaux. Après un cheminement de la forêt, je suis accueillie par les magnolias en fleurs. Ce sont parmi les premiers végétaux à fleurs de notre planète. Les fleurs peuvent être blanches, roses ou même jaunes selon les espèces et les variétés. Certaines sont délicieusement parfumées. Oh là là, je m'égare. Allons vite voir les cerisiers. C'est l'une des plus grandes collections de Suisse et cela se voit aux couleurs. Les cerisiers font partie du genre Prunus qui regroupe également les pruniers, les amandiers et abricotiers par exemple. Le Prunus cerulata est l'espèce la plus appréciée pour l'ornementation et on trouve plein de variétés différentes. Au Japon, il est coutume d'aller pique-niquer sous les cerisiers entre amis ou en famille et de profiter des pluies de pétales roses. Et ce jusque tard dans la nuit grâce aux éclairages spéciaux. Le Hanami date de la période Nara, de 710 à 784, époque où la dynastie chinoise des Tang a fortement influencé le Japon. En effet, les aristocrates se retrouvaient au bord de l'eau et sous les fleurs de prunier pour réciter des poèmes et boire. Et c'est durant l'ère Edo, de 1600 à 1868, que la pratique se popularise dans toutes les classes. Le sakura porte de nombreux symboles. On pensait que les plus vieux arbres abritaient des divinités et on leur faisait des offrandes de riz pour que la prochaine récolte soit bonne. Les fleurs, qui ne durent que quelques jours, symbolisent l'éphémère et la beauté de la vie. On les associait souvent aux samouraïs et à leur vie brève mais admirable. De nos jours, le hanami est toujours aussi présent au Japon. Il existe même une météo de la floraison des sakuras qui commence du sud et se termine au nord. Lors de cette période, on trouve pléthore de produits dérivés de ces jolies fleurs. Le soleil va se coucher. Il est temps pour moi de repartir et d'admirer une dernière fois les sakuras tout roses. À l'année prochaine, les jolies fleurs. Ouais, merci beaucoup. C'était magnifique, Peel, tout ça. Merci, merci. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on peut y aller en fait? On a vu des petits chemins et un bus pour y aller, mais plus précisément. Alors, moi, je partais depuis la région de Lausanne, donc tu prends le train jusqu'à Alamans, c'est l'arrêt où il y a Ikea, un peu la pub, voilà, on n'est pas sponsorisé par eux, mais si jamais. Ensuite, là, il y a un bus, une correspondance qui est tout de suite après, donc c'est très rapide, et tu montes jusqu'à soit Aubonne, village, et là, tu as une randonnée d'environ 1 heure, mais moi, personnellement, je trouve que c'est un peu long, mais c'est très joli, tu passes vers la rivière Aubonne, et c'est très rafraîchissant. Sinon, tu peux aussi aller vers Saint-Livre, et puis moi, personnellement, je vais par Monthérault, Battoir, c'est juste avant l'entrée du village. Et là, ça prend à peu près 20 minutes, je dirais. Et c'est un petit peu plus joli parce que c'est un chemin qui va dans les champs, qui traverse une ferme.
et il y a beaucoup moins de trafic. Et puis ouais, c'est plus rapide et tu entres directement dans le haut de la colline où il y a les magnolias. D'accord. Et à quel moment est-ce que tu recommandes qu'on y aller? Parce que, surtout, quand est-ce que les fleurissent les cerisiers? Alors les cerisiers, c'est des arbustes, des arbres qui fleurissent au début du printemps. Donc déjà, s'il fait vraiment très chaud, Mhm. genre à Kyoto, en 1850, on avait enregistré que ça avait lieu autour du 17 avril, hein, et de nos jours plutôt du 5 avril. Et cette année, on a battu le record parce que ça a fleuri genre le 26 mars, hein. Donc voilà, voilà, chaud, chaud. Et à part les cerisiers, on a aussi vu qu'il y avait des magnolias, hein. Ça, Ouais, c'est ça. c'est magnifique tout ça. Et l'entrée du parc, est-ce qu'elle est payante? Alors, c'était gratuit depuis 50 ans, mais l'entretien coûte de plus en plus cher, etc., etc. Et cetera. Et c'est pourquoi il a été décidé en 2019 d'instaurer un droit d'entrée pour aider le parc à rester en bonne condition, parce que les coûts d'entretien d'un arbre, c'est des sommes faramineuses, quoi. Et Mhm. donc, c'est 10 francs dès 18 ans, en dessous, c'est gratuit. On peut soit payer directement à l'accueil, hein, soit déposer la somme dans des boîtes dédiées à l'entrée, ou soit par Twitch, hein. Ou si vous y retournez souvent, bah, vous faites comme moi, vous devenez membre de l'association pour 50 francs par an, 80 francs pour les couples, hein. Et à la régie, si vous voulez, vous pouvez aussi passer quelques petits b-rolls de l'arboretum, si tu veux. Intéressant, intéressant. Ah, c'est sûr qu'il faut qu'on soutienne un peu les commerces locaux. Mm. Et est-ce qu'on peut faire autre chose que de s'y promener là-bas? Oui, alors on a un musée du bois qui parle de cette matière et de son utilisation par les humains. Il y a aussi une bibliothèque spécialisée sur la dendrologie. C'est la science qui s'intéresse aux arbres et aux arbustes, hein. À travers le parc, on peut aussi faire un rallye avec les enfants. Il y a Mhm. des panneaux informatifs sur la biologie, mais aussi sur l'aspect culturel des plantes, parce que les arbres, c'est pas uniquement le bois, la matière, c'est aussi toute une symbolique dans plusieurs peuples, hein. Les arbres, ils étaient là bien avant nous, hein, et ils le seront sûrement bien après nous. Il y a des places de pique-nique et des jolis points de vue. On peut aussi louer des salles pour des événements, genre des mariages ou autre chose. Enfin, vraiment, c'est un chouette endroit à visiter. Ah, merci beaucoup pour ces précisions. En tout cas, c'est un chouette endroit. Peut-être je vais y aller prochainement. En tout cas, je suis encore jamais allé. Mais en ce moment, je pense qu'il n'y a plus de cerisier ou j'ai quand même encore une chance d'en voir. Je pense que là, il y a plus trop, mais par contre, Ah, c'est très vert en ce moment. Et puis, il y a la rivière Lobon qui est vraiment magnifique. Et vous pourrez aller dans, par exemple, la forêt japonaise, qui est notre prochain reportage, hein, si j'ose ah, dire, hein. d'accord. Parce que j'ai interviewé le responsable, Monsieur Sylvain Meyer, hein, qui s'occupe de la partie forêt japonaise. Mhm. C'est lui qui a initié le projet et je l'ai interviewé et il va nous en dire un petit peu plus. Donc, la régie, c'est à vous, hein. Qui êtes-vous et quel est votre parcours? Je m'appelle Sylvain Meyer, je suis un ingénieur forestier, j'ai fait l'école polytechnique fédérale à Zurich et j'ai terminé en 1975 et j'ai toujours été passionné de dendrologie, c'est-à-dire la partie de la botanique qui concerne les végétaux ligneux, c'est-à-dire les arbres et les buissons. Pourquoi avoir créé une forêt japonaise à l'Arboretum? L'histoire de la forêt japonaise, c'est que j'ai toujours eu d'intérêt pour le Japon et en particulier être forestier pour les arbres aussi. Il faut dire que le Japon est une zone qui est très riche en arbres par rapport à ce qu'on connaît en Europe. Donc après avoir découvert un peu l'Amérique du Sud, j'ai quand même décidé d'aller voir comment ça se passait du côté du Japon. Et puis j'avais eu d'autres expériences au Népal où en fait je trouvais que c'était un peu compliqué d'échanger avec la population quand on parle pas la langue et puis qu'on a des niveaux quand même de développement assez différents. Dans le cas du Japon, je retrouvais en fait des confrères. Quelles régions y sont représentées? L'intention, c'est de donner une impression de forêt japonaise chez nous. Donc, je prétends toujours que c'est un îlot supplémentaire de l'archipel japonais. Et puis, donc, le projet général représente 3 hectares. Et une moitié, c'est plutôt la zone tempérée sud ou la zone de transition. Et l'autre moitié, c'est la zone tempérée froide. Avez-vous collaboré avec des institutions japonaises? La première collaboration, mais c'est à travers les livres, j'ai trouvé un livre sur la flore japonaise où Miyawaki a participé. Donc c'est le monsieur qui a en fait
aidé à la cartographie forestière de tout le Japon et qui avait des liens particuliers avec la Suisse, quoi, avec Zurich, quoi, au niveau phytosociologique, quoi. Donc j'ai utilisé ça, c'est ça qui m'a donné l'idée donc, puis qui m'a, après mon voyage au Japon, aidé à imaginer une forêt japonaise, parce qu'on connaît mal les arbres japonais, ou on en connaît quelques-uns, quoi, mais c'est pas loin d'être une forêt. Donc j'ai imaginé une forêt, puis après j'ai regardé un petit peu pendant une dizaine d'années dans les différents jardins où je voyageais, si il y avait les arbres qui m'intéressaient et comment ils se développaient. Quels sont les retours du public quant à ce projet? L'étonnant, c'est que les gens ne se rendent pas compte au fait qu'ils sont dans une forêt japonaise. Bon, c'est une forêt, quoi. Tout le monde ne connaît pas tous les arbres. Peut-être quand il y a des couleurs d'automne, ils voient un peu plus qu'il y a des érables ou des choses qu'ils ne voient pas habituellement, mais autrement, c'est pas choquant pour les gens qui traversent l'endroit. Ça a surtout été découvert comme un endroit où les gens viennent se balader parce qu'il y a un joli sentier. Et ça, les gens viennent des fois un peu, je dirais, pour papoter ou pour faire une promenade loin du bruit de l'agglomération. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec le Cercle Suisse Japon? Pour trouver des clients ou relayer l'intérêt des gens, donc c'est mieux de s'adresser à des gens qui ont déjà un intérêt pour le pays, quoi. Donc je m'étais dit qu'on avait déjà la collection des cerisiers, donc on pouvait faire le hanami. Au niveau culturel, ben, le Japon intéresse beaucoup de gens. Donc j'ai aussi imaginé une fête japonaise qui nous permet en fait d'inviter du monde et puis par la même occasion de leur faire découvrir ce projet, quoi. Et disons que quand les arbres sont petits, les gens, les spécialistes sont passionnés par la chose, mais le commun des mortels, bon voilà, c'est pas passionnant pour lui. Quelles activités culturelles proposez-vous? On fait notre fête japonaise et puis on a complété aussi les choses avec un stage de peinture végétale japonaise avec une amie de Paris, Betty de Paris, qui est spécialiste en indigo mais qui s'intéresse aussi aux autres plantes teinturières. Et puis on organise des cours de 3-4 jours en utilisant un maximum de plantes issues de la forêt japonaise. Des bonnes raisons pour venir visiter la forêt japonaise? Déjà pour se délasser, quoi, c'est un endroit paisible, où il fait bon de faire une promenade, quoi. Simplement pour une promenade, je pense, pour la plupart des gens, quoi. Puis à part ça, on se laisse... les gens qui sont intéressés par la nature sont attentifs à la nature. D'autres, ils écouteront les oiseaux. Il y en a qui pourront voir des insectes, des champignons. Pourquoi visiter l'arboretum? L'arboretum, c'est un endroit paisible, un vallon qui est un petit peu à l'écart justement du bassin lémanique, où il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Il y a les époques des floraisons qui attirent beaucoup, c'est au moment des floraisons des magnolias et des cerisiers. Donc là, il y a toujours beaucoup d'intérêt. L'automne aussi, avec les couleurs d'automne, a beaucoup de succès. Mais même entre deux, il y a, par exemple, au niveau de toutes les floraisons, elles s'égrènent quand même sur une bonne partie de l'année, quoi. Quels sont les futurs projets pour la forêt japonaise? Au niveau des installations qu'on aimerait voir le jour, une fois, il y a l'intention de mettre en place une passerelle japonaise qui permette d'accéder peut-être plus facilement. Et puis on a toujours un projet aussi de maison de thé qui devrait permettre de présenter la cérémonie du thé dans le cadre de l'arboretum et de cette forêt, quoi, surtout dans ce contexte. C'est un grand projet, quoi, qui peut pas... sur lequel je suis investi depuis une quarantaine d'années, quoi. Et je ne serai pas éternel. Donc j'espère qu'il y ait d'autres gens qui puissent être motivés par cette cause et participer et la faire durer dans le temps, quoi. Parce que c'est un projet qui commence mais qui ne se termine pas et qui doit toujours être complété. Eh ben, c'était magnifique tout ça, Pile. Merci beaucoup, hein. Et du coup, dans le chat, on aimerait savoir ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, j'aimerais savoir si certains d'entre vous connaissaient l'arboretum et si vous êtes déjà allés, hein. Donc, on attend vos petits commentaires, on vous lit. Alors, on va voir. En tout cas, je vois que vous avez l'air intéressé et puis qu'il y a quelqu'un qui vient d'Alamand, peut-être, ou c'est juste une blague, j'ai pas compris la blague. Mais Et du coup, faut toi, aller tu à es Alamand. déjà allé en printemps, tu es déjà allé en hiver aussi, pendant
L'ambiance Euh, Noël, là. en hiver, j'ai jamais osé parce qu'une partie du parc est pas déneigée en fait. Donc à D'accord. moins de faire des raquettes, mais je suis allée souvent au printemps parce que c'est là où bah t'as les magnolias, les cerisiers et puis les grenouilles aussi parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai réussi à filmer deux trois petites bestioles là. Et puis ouais, comme il dit le monsieur Maillard, c'est un endroit qui est très paisible, très joli. Et puis ouais, ça mine de rien, c'est quand même plusieurs hectares. Donc il y a quoi de faire des randonnées aussi, de faire des pique-niques, hein. Et je déguise en Père Noël à Noël. Oula, je sais, je vais lui demander. Non, par contre, vous pouvez aussi aller en automne, hein, parce que dans la Mhm. forêt japonaise, justement, bah, il y a quelques érables, hein. On a une collection d'érables japonais qui fait que ben, c'est tout rouge et c'est tout magnifique, hein. Donc, ouais, en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que typiquement, quand on a été visiter la forêt japonaise avec Monsieur Mayer, ben, les magnolias étaient censés avoir terminé de fleurir et en sortant, en fait, il y avait un des magnolias japonais bah, qui a fait encore des fleurs. Du coup, on était oh, surprise, hein. Et donc là, ça prouve qu'il faut revenir souvent. Du coup, qu'est-ce qu'il disait Il Jean? y a Maître Falafel qui dit que ça a l'air apaisant. Alors qu'est-ce que on dit? Ah oui, c'est magnifique, hein. Même quand il y a beaucoup de monde, vu que c'est réparti sur plusieurs hectares, ben ça vaut la peine d'y aller, quoi. Et du coup, il y a des endroits où tu peux juste te Oui, poser et puis genre pique-niquer, oui, profiter vraiment de la vue, du temps. oui, il y a, ben comme, je sais pas si vous avez dans la vidéo, mais j'ai filmé un petit peu des bancs, des machins, et ouais, t'as genre la colline des Magnolias, il y a des bancs, des tables, donc il y a de quoi pique-niquer aussi tranquillement, et puis il y a des toilettes aussi à l'accueil quand c'est ouvert, hein. Donc ouais, il y a de quoi faire, quoi. Après, est-ce que sur place, qu'on est à des endroits pour acheter à la maison, à manger, ou on doit apporter nous-mêmes, comme prévoir à l'avance ça? Alors, ils ont une petite buvette avec quelques glaces et puis des petits sandwichs, hein. Et puis, je crois une fois par année, ils font une fête où vous pouvez acheter des paniers de la région. Donc, vous prenez votre petit panier avec des produits de la région, vous baladez, vous posez un endroit qui vous plaît, puis pique-niquez dans le parc, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme, quand tu dis produit de la région, des saucissons, du fromage Ouais, je ou... crois qu'il y a des saucissons, du fromage, des fruits, des jus de fruits, peut-être du cidre. Je sais pas, j'ai jamais fait personnellement, Ah, bah ça c'est la mais prochaine fois. Mais par contre, ce que j'ai fait, ce qui est très sympa aussi, c'est que le cercle Suisse-Japon dont je parle dans le reportage, c'est que ben ils fêtent le hanami dans l'arboretum parce que comme vous avez vu, c'est une collection de cerisiers qui est absolument phénoménale. Il y a plein de couleurs différentes, plein de fleurs de formes différentes aussi, hein. Et il y a aussi certaines qui sont parfumées, d'autres pas. Et les cercles Suisse-Japon fêtent le hanami là. Bon, cette année, il n'y a pas eu lieu à cause du Covid, hein. Mais autrement, ouais, c'est un chouette endroit pour faire le hanami, même si c'est un peu en Mhm. pente. Mais d'ailleurs, vous, est-ce que vous fêtez le hanami chez vous, ou bien est-ce que vous avez des petits coins secrets? Enfin, moi, j'en connais quelques-uns à Lausanne, mais sûrement que vous les connaissez. Je regarde juste ce chat, qu'est-ce qu'ils nous racontent les gens? Bah, il y a un challenge qui t'est lancé. Il veut que tu prononces 3 fois le mot Magnolia. Magnolia, Magnolia, Magnolia. Non, j'ai pas réussi, voilà. Parfait. Ouais, ça va. Mais j'ai pas le bel accent de Monsieur Meyer, malheureusement. D'ailleurs, bah, comme il le dit dans l'interview, Monsieur Meyer, il se fait vieux et puis bah, il a commencé ce projet de forêt japonaise il y a genre 40 ans. Et comme il le dit dans la vidéo, il n'est pas éternel. Donc si vous voulez l'aider peut-être à monter une association ou je sais pas, un crowdfunding pour faire cette maison du thé, hein, ben n'hésitez pas à le contacter ou à nous contacter nous, puis moi je vous passe les liens vers lui, quoi. C'est vraiment monsieur passionné, mais il tiendra pas debout tout seul, quoi. Le projet ne pourra pas se faire tout seul, hein. Il a déjà tellement fait. Après, il a de la famille ou... C'est une question trop personnelle, je Ok, pense, donc ok. je ne vais pas répondre à Alors, cette on question. va rester Voilà, privé. restons professionnels. D'accord, ok. Voilà. J'arrête le maths et l'info et j'ai planté des Mhm. arbres, des litchisiennes, hein. Mais tout à fait, il faut. D'ailleurs, on espère qu'il y a des gens de l'EPFL qui nous regardent parce que la forêt japonaise, ça sert aussi à l'étude, hein. Il m'a montré aussi tout un pan de forêt où il avait planté des arbres japonais qui résistaient à certaines maladies, certains champignons importés, que nous, nos arbres, ben, ils crèvent direct, hein. Donc en plantant ces arbres, c'est aussi pour bah, trouver des solutions de remplacement de certains bois ou certaines essences qui malheureusement ben, disparaissent pour diverses raisons et variées, et souvent parce que les humains, on a fait un petit peu trop d'échanges et n'importe quoi avec Mhm. les variétés et tout ça, mais non, il y a beaucoup de choses à faire, et ouais, ce serait vraiment chouette s'il y a des gens à l'EPFL ou à l'université qui nous regardent, qui seraient intéressés à bosser avec lui, hein. Donc coucou, on vous attend les étudiants, vous êtes Ah, il y l'avenir. a Oxali qui a l'air motivé. Il dit let's go, Ouais, allez-y. ok. Ok, mais n'hésitez pas à nous contacter et puis on vous passera les informations. Et puis sinon, simplement allez voir l'arboretum par vous-même et puis vous serez sûrement enchanté par cet endroit. En tout cas, moi, j'aime beaucoup y retourner de temps à autre, hein. Voilà.
Est-ce En tout que... cas, merci beaucoup pour tous ces interviews, ces chroniques, c'est magnifique. On va Merci. tous faire un petit tour là-bas, on espère. Mhm. Bon, maintenant il est 17h30, on va passer à un moment très intéressant. Alors, on va vous annoncer, comme pile vous avez annoncé au Ah. début, Attention, attention les gens. qu'il y aura en fait des concours à travers les émissions. Donc aujourd'hui, en fait, nous allons mettre en jeu une fois deux billets d'entrée pour le prochain Japan Impact qu'on commence déjà à organiser. Alors en fait, les modalités du concours, il vous suffit juste de retrouver en fait le post de notre première émission de Polyjapan TV sur Facebook ou sur Instagram et en fait de tailler deux contacts et de répondre à la question suivante sur ce post-là. Alors la question, alors soyez attentifs, écoutez bien. Quelle est l'année de la première édition de Japan Impact? Ah ah! Alors les fans, les vrais fans, on va voir qui c'est les plus rapides. Donc vous n'oubliez pas, si vous connaissez la réponse, vous allez sur le post, vous retrouvez notre post sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram. Les modérateurs vont vous mettre les liens. Enfin, ils ont mis les liens, vous êtes parfait. Mhm. Et vous me postez votre réponse et vous taguez deux amis. Comme ça, on se fait un petit peu connaître aussi, tu vois, le deal. Mais le deal, en plus de ça, c'est que tu auras droit à 2 billets un jour pour le prochain Japan Impact. Ah. Donc ça vaut la peine. Essayez. Allez-y, allez-y. Go! Et ne vous stressez pas non plus parce que en fait vous aurez jusqu'à la prochaine émission pour y répondre. Donc prenez le temps de chercher, mettez bien la bonne réponse. Et donc à la prochaine émission, nous allons en fait rassembler tous les gens qui auront répondu à la question avec la bonne réponse et nous allons tirer au sort le gagnant ou la gagnante des 2 billets pour le prochain Japan Impact. Ouais, Et la prochaine émission, il sera normalement prévu pour fin juillet. Ouais, et ce sera un dimanche. Ce sera toujours les dimanches PJTV, sauf changement majeur. Donc, Dimanche à 17h. Et surtout, attention au changement d'horaire en hiver. ouais. Et puis pour ne pas rater la date, vous pouvez à nouveau nous suivre sur les réseaux sociaux PolyJapan, là, que notre super modérateur, modératrice nous a mis dans le chat. Et comme ça, vous aurez toutes les informations. Voilà. Exactement. Suivez-nous sur Twitch, comme ça, il y a une notification va être activée et vous saurez quand est-ce que ce sera la prochaine émission. Ah, il y a Lichizen qui pense que c'est 2007, mais est-ce que c'est vraiment 2007? Ah, mais tente ta chance, quoi. Va sur les réseaux sociaux, tu tagues deux potes et tu mets ta réponse et peut-être que tu gagneras ces fameux petits billets. Ça vaut la peine. Donc, je répète juste une dernière fois. La question, c'est quelle est l'année de la première édition de Japan Impact? Voilà, c'est ça. Bonne chance à tous. Et on va continuer l'émission avec le film Demon Slayer qui est actuellement dans les cinémas en Suisse. Peut-être Pile, que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors avant d'aller un petit peu plus loin, nous allons accueillir deux comités de Japan Impact de cette année pour nous parler du film. Donc Hansing et moi, nous, on l'a vu en version standard japonaise et eux, ils l'ont vu avec la 4DX. Et du coup, on va pouvoir vous parler des différents retours. Et rassurez-vous, il n'y aura pas de spoil. Juste pour contextualiser, pardon, Demon Slayer, c'est à la base un manga, un shonen manga qui est fini à l'heure actuelle. Si je me trompe pas, où est-ce qu'il est? Je cherche juste mon papier là, je ne sais pas où il est. Ah, mais ok. C'est en double face. Et alors, il y a 26 épisodes en ce moment sur la saison 1. C'est sur Wakanim français, en légal chez nous. Et le film, en fait, c'est la saison 2. Donc, c'est la suite immédiate de la saison 1. Mais malgré tout, on peut quand même regarder ce film apparemment. Nos invités vous en diront plus. Et le film même, ça a battu tous les records au box-office japonais. Ça a dépassé Your Name et Shihiro, ce qui est assez incroyable. Ça a aussi battu des records aux États-Unis et ça va sûrement battre des records en Europe. Donc, est-ce qu'il faut voir ce film, oui ou non? Moi, je pense que oui, mais on va demander aussi à nos invités. Avant ça, on va quand même vous donner un avant-goût du film. On va vous passer le trailer en VOSTFR. Du coup, nous revoici. J'espère que le trailer vous a donné envie. Il est encore au cinéma actuellement, en tout cas jusqu'à mercredi. Ça, j'en suis sûre. J'ai pas checké depuis. Donc, nous accueillons aujourd'hui Elsa et Jérémy. Je vous laisse vous présenter. Hello, donc moi c'est Elsa, je suis aussi au comité Polyjapan pour cette année. Et voilà, j'ai été voir Demon Slayer au 4DX.
Bonjour, moi c'est Jérémy. Je suis aussi dans le comité de Japan Impact. Moi, je m'occupe du sponsoring et RIRH cette année. Et j'étais effectivement aussi allé voir ce film. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas Demon Slayer, donc c'est un shonen manga. Et puis, l'animé, ça se passe à l'ère Taisho. Donc, à l'époque où il commence à avoir un petit peu d'électricité, le train au Japon, mais où les gens s'habillent encore beaucoup en kimono. Le héros Tanjiro, un jour, retrouve toute sa famille trucidée par quelqu'un, on sait pas trop. Et il essaie de sauver sa sœur, et sa sœur, en fait, se transforme en démon. Et il va essayer de trouver un antidote pour que sa sœur redevienne humaine et en même temps s'enrôler dans une armée anti-démon pour vaincre ses ennemis qui mangent des humains et qui font beaucoup de mal. Et la chose qui ressort beaucoup, c'est que Tanjiro, c'est un personnage très empathique et qui fait vraiment très attention autour de lui, qui prend soin des autres. Et si il va aller trancher des démons, c'est pas seulement par pure vengeance, mais aussi simplement parce que il veut sauver les gens. Et je pense que c'est pour ça que ce manga, entre autres, a eu beaucoup de succès. C'est parce qu'on a affaire à un personnage qui est gentil, mais pas naïf pour autant, et qui vraiment évolue tout au long de la série. Donc le film, comme je vous ai dit, c'est la saison 2 direct. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Jérémy ici, lui, n'a pas vu la saison 1 et il a quand même été voir le film. Donc je voulais savoir, Jérémy, même sans connaître la saison 1, est-ce que tu as compris quelque chose à ce film, qui est donc la saison 2? Oui, alors, pour préciser, moi j'ai vu le début de la saison 1. J'ai pas vu tous les 26 épisodes. Mais alors justement, j'étais surpris qu'effectivement on comprend très bien le film de la saison 2 parce que le film est très bien compris dans son univers et ne va pas beaucoup trop chercher d'éléments tirés de la saison précédente. Surtout, en fait, si on a un peu le contexte de l'histoire, on peut parfaitement comprendre tout le film. D'accord. Et puis au niveau des spoilers du divulgachage, est-ce que tu trouvais que ça allait? Il n'y avait pas trop d'éléments qui ressortaient que tu pourrais regretter plus tard ou bien? Alors, moi, je me suis pas fait spoiler. Mm. Donc, peut-être que j'ai eu de la chance. Maintenant, est-ce que... Je suis pas sûr que c'est vraiment un film qu'on peut... où on peut vraiment se faire beaucoup spoiler. Parce que c'est vraiment un film plus qu'on vit qu'un film où on se dit, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que... Voilà, j'aurais jamais pensé que... Voilà. D'accord. Mhm. Et donc il n'y a pas de grandes révélations, c'est surtout un film d'action. En parlant de ça, Hensing, toi tu l'as vu comme moi en standard, et puis toi par contre tu as vu la saison 1 comme moi. Mhm. Et est-ce que tu trouves que c'était une bonne idée de faire un film pour une saison 2? C'est pas très commun d'habitude, hein. On fait plutôt des films stand-alone ou des films un petit peu hors de la série principale. Là c'est vraiment la suite, hein. Qu'est-ce que tu as pensé de cette décision de la part des producteurs? Ah, j'ai trouvé très intéressant. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le film parce qu'en fait, quand tu regardes le film, aussi, comme tu as déjà vu la saison 1, tu es déjà attaché au personnage et quand tu regardes le film qui suit l'histoire, ben, c'est une suite et tous les gens, en fait, ils espèrent toujours avoir une suite et pas, par exemple, quelque chose qui est hors série et puis qui complète quelque chose de l'histoire. Mais là, ça suit l'histoire et ça permet d'avancer et du coup, tu attends moins quand même pour comment dire, une saison 2 ou une saison 3 en fait. Et comme tu l'as bien dit, en fait, ce film, finalement, c'est la saison 2 du manga. Mhm. Et du coup, la saison 3, est-ce que tu sais quand est-ce qu'il va sortir? J'en ai aucune idée, mais je suis persuadée avec tout l'argent amassé Et qu'ils le vont succès. pouvoir nous sortir une saison 3 tout aussi qualitative, hein, que la saison 1 et le film lui-même. Ah, je m'en réjouis alors. Oui. Et puis, quant à toi, Elsa, ce qui est intéressant, c'est que toi, Jeremy, vous l'avez vu en 4DX au cinéma. Est-ce que c'était votre première fois avec cette technologie, hein? Oui, c'était tout à fait. C'est la première fois que j'allais voir un film en 4DX, donc je peux pas vraiment comparer parce que la subtilité qu'il y a, c'est que comme c'est un film animé, c'est pas réellement de la 4DX puisque c'est pas possible d'avoir de la 3D, donc c'est plutôt de la 2DX où il n'y a pas besoin de porter de lunettes et ça reste de la 2D, mais on a en plus les mouvements du siège et des choses qui nous plongent un peu plus dans l'univers que simplement le siège. Et du coup, toi, Jérémy, est-ce que tu as aimé cette 4DX? Est-ce que ça a apporté quelque chose, d'après toi, à l'action du film, hein? Bah justement, en fait, ouais, pour les scènes d'action, bah, en fait, la 4DX, il y a beaucoup d'éléments de mouvement, que ce soit dans le siège, que ce soit qui vous font ressentir bah, des coups, des vents, des choses, etc. Surtout des mouvements et des actions, du coup. Et c'est vrai que pour toutes les scènes d'action, je trouvais que ça allait bien, Mhm. même si peut-être d'autres personnes trouveraient que ce serait trop poussé à l'extrême. Moi, j'ai quand même pas été sorti du film. Je trouvais que ça...
bah, ça a amené encore plus d'intensité à ce film pour ces scènes-là. Et après, pour les scènes moins action, c'est vrai que bah, la 4DX n'apporte pas grand-chose. Et du coup, vous vous sentez plus imprégné dans le film ou finalement vous sentez quand même un espace entre le film et vous? Mais je trouve que comme c'est un film animé, c'est dur d'être complètement plongé dedans comme si c'était la réalité, Mhm. je pense, comme serait un autre film. Mais je trouve que ça mettait un peu plus de relief au dessin et ça apportait au final un plus dans l'expérience. Mais après, il Mhm. faut quand même un peu se laisser aller parce qu'on est parfois un peu malmené, donc il faut pas être trop attaché à son confort, je trouve, pour D'ailleurs, apprécier. il y a Maître Falafel sur le chat qui vous demande si vous avez pas trop eu mal au ventre avec la 4DX. Mais pourquoi? Le ventre, pas trop, non, mais c'est vrai qu'il y a certains trucs où ils n'hésitent pas à mettre des coups comme ça. Ou, Genre dans le dos, là. Voilà. Ah oui, punaise. Oui, En oui, fait, ça- finalement, le 4DX, en fait, ça a assimilé à des, comment dire, les manèges comme dans les... Oui, voilà, ça ressemble un peu c'est plus ça. à... Ouais, mais au lieu que ça à dure manège. moins de 5 minutes, là, ça dure quand même 1 heure et demie, en fait. Oui, et c'est un Vous peu faites moins... bouger, ça met moins taper sur le dos. d'adrénaline quand même. Ouais, c'est quand même de loin pas vraiment une montagne russe non plus, hein. Hmm. En Mhm. fait, Ça bouge c'est pas assez autant. drôle parce qu'au début, quand on commence le film, ils vous font plein d'annonces. Attention, ne convient pas aux vieilles personnes, aux personnes sensibles, aux personnes enceintes, aux petites personnes, à tout ce que tu veux. Et une fois que t'es dedans, tu te dis, ouais, ça va, Ça quoi. va. Après, je pense que ça dépend un peu des films. Je pense que ces annonces-là, ils le font tout le Oui, temps oui, par pour mesure la de C'est la sécurité. sécurité, exactement. Mais faut pas avoir peur, c'est ça ce que je veux dire. Mhm. Je crois qu'il y avait une seule ombre au tableau, c'était pour les scènes calmes, hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, ça? C'est vrai que... Donc, il y a les sièges qui bougent un peu et ils, ils font en sorte d'utiliser le plus possible la 4DX, même quand c'est des scènes un peu calmes. Donc, des fois, il y a simplement un peu un petit truc qui bouge et il y a direct le siège qui tangue, disons. Moi, ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai qu'ils ont un peu exagéré sur certaines scènes calmes, j'ai trouvé les mouvements. D'accord. Et puis au niveau du film dans l'ensemble, qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Hans Zimmer, par exemple, toi? Alors moi, c'est la musique, parce que comme par hasard, c'est Lisa qui chante la musique principale du film et Lisa, c'était très émouvant. Lisa, juste pour ceux qui connaissent pas, c'est une chanteuse japonaise et c'est elle qui fait l'opening, donc le générique de fin et d'entrée de la série principale. Et c'est une rockeuse qui a une voix très puissante, hein. Mhm. Voilà, désolé de te couper juste pour. Non, pas de souci, pour, pour présenter Lisa, parce qu'elle, c'est une magnifique chanteuse. Et depuis que j'ai vu le film, déjà, le film est émouvant. Et en plus, avec Lisa qui chante une chanson vraiment très émouvante. Et ça m'a touché. Et même là, très souvent, je le réécoute encore. Ça apaise aussi. Et toi, Elsa, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce film, hein? Moi, je dirais c'est les combats parce que vraiment, ils sont vraiment très forts pour animer les combats et on est vraiment plongé dedans. Et le fait que ce soit au cinéma, c'est encore mieux que simplement le regarder sur son ordinateur, je trouve. Et avec la 4DX en plus. Donc, j'ai trouvé l'animation des combats était vraiment au rendez-vous. Toi, Jérémy, aussi, tu recommandes d'aller voir en 4DX au cinéma ou bien? Ah, je pense que ça dépend un peu de ce Je que vais je juste voulais. fermer là un petit peu. Voilà, une tempête qui approche gentiment On a là. un tempête qui nous rattrape là. Ouais, Alors, pour répondre à la question, est-ce que je recommande d'aller en 4DX? Si ça ne vous dérange pas de se faire un peu bouger, etc., je le recommande parce que j'ai trouvé que pour la majeure partie, c'était bien fait. Effectivement, il y avait peut-être 2-3 moments où c'était moins nécessaire, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Et ton moment préféré, c'est quoi? Enfin, Mon qu'est-ce que t'as le moment mieux préféré de la scène, du film. ou ce que tu as le plus apprécié Alors, ce que j'ai le plus aimé dans le film. Bah, en fait, vous avez déjà donné 2 grands points, les animations des combats et surtout la musique. C'était vraiment extraordinaire. J'ai trouvé aussi... Parce que, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que, bah, contrairement à une série, il était vraiment bien encapsulé. On pouvait... Bah, l'histoire avance un peu plus vite, vu que ça dure seulement 2 heures au lieu de environ 8 heures. Et en ces 2 heures, on s'attache vraiment à ces personnages. Et ça, c'est quand même bien fait parce que vous avez des personnages que vous connaissez à peine et juste en 2 heures, et même l'histoire dans le film n'avance pas si vite que ça. Enfin, le temps se déroule sur une durée assez courte finalement. Mhm. Et même sur cette durée assez courte, franchement, vous vous attachez vraiment aux personnages et vous ressentez vraiment bien ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent.
Ok, Même, d'accord. même sans avoir vu la saison 1 apparemment, parce qu'il y a aussi en régie un de nos comités qui ne connaissait pas Demon Slayer et il a été voir et lui aussi a beaucoup aimé le film, a été touché, a tout de suite compris d'après ce qu'il m'avait dit. Donc je pense que c'est bien. Moi personnellement, ce que je trouve vraiment génial dans Demon Slayer, c'est peut-être pas the film. Alors oui, il a battu des records et tout, mais c'est pas le film au top du monde, mais c'est juste que la qualité de Demon Slayer, c'est vraiment dans sa constance. La constance de la qualité, la constance dans l'animation, dans la musique. En fait, c'est vraiment cette qualité qui est toujours au top, qui fait que c'est vraiment une série, un film à voir, d'après moi. Surtout que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a quand même des plot twists, hein, Mm. parce que il se passe des choses et à un moment donné, on se rapproche quand même vers la fin. Moi, à vrai dire, à un moment donné, je me suis endormi parce qu'il y a quand même l'ambiance, en fait, un peu endormant à un moment donné. Ensuite, on se rapproche quand même de la fin et pensais que c'était la fin du film. En fait, il y a quand même un plot twist. Et du coup, en fait, ça remet le film en action et c'est là que ça devient très intéressant. Mais bref, je pense que vous avez compris, nous avons tous énormément aimé Demon Slayer et puis du coup, allez le voir au cinéma parce que ça en vaut vraiment la peine. C'est déjà la série de base, au niveau qualité, elle est magnifique, mais au film là, de le voir en grand écran, animé comme ça, avec les angles de caméra que le studio Ufotable fait si bien, ça en vaut vraiment la peine à mon avis, hein. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, je crois que j'ai tout dit. D'accord. Et puis vous, dans le chat, on veut savoir, est-ce que vous avez été voir le film Demon Slayer? Ou est-ce que vous lisez le manga? Ou est-ce que vous en avez rien à battre? Ou est-ce que, en nous entendant, vous dites, ouais, j'irai peut-être le voir quand même, on veut savoir. Donc répondez-nous. Là, c'était, allez, Zephyran Hiro, toi qui parle beaucoup dans le chat, mais qui réagit pas beaucoup. Ah si, il dit que le film, il est bien. Ouais, il mérite vraiment d'être numéro un box-office japonais devant les Ghibli. J'ai pris du temps. Alors, il demande, est-ce qu'il mérite vraiment d'être numéro un devant des Ghibli? Hmm. D'après moi, pas vraiment, parce que Ghibli, c'est une autre catégorie. J'ai envie de dire, Ghibli, Ouais. c'est vraiment une œuvre d'art. C'est vraiment profond. Ouais, c'est ça. disons. Tandis que Demon Slayer, même si c'est aussi une œuvre d'art dans sa catégorie, ça reste quand même un shonen de combat. Donc pour moi, c'est pas comparable, hein. Donc pour moi un Ghibli, ce sera toujours supérieur, hein, Ouais, je suis personnellement. d'accord avec ça. Mais Demon Slayer, dans sa catégorie, dans le Neketsu, donc le manga de combat, pour moi, il est vraiment actuellement au top. Et aussi, pas seulement au niveau des combats, mais au niveau de l'attachement aux personnages. Parce que les personnages, ils sont vraiment attachants. Et j'ai rarement eu un personnage principal auquel je m'identifiais autant, en fait, hein. Surtout, c'est Mhm. l'évolution du personnage qui Ouais. est vraiment intéressante, c'est qu'il Mhm. grandit. C'est Mhm. ça. Tout à fait. Surtout, il y en a plusieurs des personnages Ouais. qui grandissent. Mhm. Alors, il y a Ninja Runa qui dit qu'elle l'a vu, mais qu'elle a peine à s'attacher au personnage clé, peut-être parce que c'est dû au format long. Moi, je serais intéressée de savoir, est-ce que t'as déjà vu la saison 1, est-ce que tu as juste vu le film tout seul, hein? Mais je sais pas si par personnage clé, elle Ouais. entend le personnage principal ou le personnage qui est bien présent dans le film mais qu'on n'avait pas beaucoup vu. Ouais. Je suis désolée, on peut pas fermer la fenêtre parce qu'il y a le câble. Tu peux, Jérémy? Ouais, mais fais gaffe au câble. Attends, ça te C'est un casse. peu la tempête qui... Ouais, on a une tempête qui Avec arrive là. tempête qui touche le PFL, là. Tu peux essayer de mettre mon sac. Attention, Ouais, mais t'inquiète, tu Ouais. Oui, je pense qu'il arrive. ça arrive. Et donc, Ouais, tu penses avec mon sac, ouais. Voilà. Elle parle, ou il, je sais pas si tu es une fille ou un garçon, je suis désolée, parle du personnage bien présent qu'on n'avait pas beaucoup vu, Ah, voilà. effectivement. enfin, c'est vrai qu'il y a... Enfin, on peut pas non plus trop spoiler, mais Ouais. il y a un personnage qui n'était pas vraiment présent dans la saison 1 et qui est vraiment au centre à ce moment-là. Ouais, c'est vrai qu'on le voyait pas tant que ça, Et hein. moi, je suis assez d'accord avec Jérémy dans le sens où, même en 2 heures, ils ont réussi à bien faire qu'on s'y attache. Mais je comprends que pour certaines personnes, comparé surtout aux personnages autres, ce soit un peu rushé et que ce soit Ouais. pas suffisant pour s'y attacher complètement. Ouais, j'ai la même Après, impression. Je pense que ce personnage-là, on l'a pas beaucoup vu dans la saison 1, mais en fait, il est tellement spécial quand même. Dès que tu vois dans la saison 1, tu as quand même déjà un attachement en fait sur ces personnages Ouais, un assez intérêt. spéciaux. Ouais, Comme pour tous les animés, en fait, c'est quand même des personnages pas principaux, mais c'est vraiment spécial. Et tu as envie d'en savoir plus. Et c'est comme ça qu'on l'attache. Mhm. Mais est-ce que tu crois du coup que ce personnage est un peu plus difficile à s'attacher parce que c'est la plupart des gens s'identifient plus à un autre personnage qu'à ce personnage-là et que ce personnage-là il est attachant au sens de presque une caricature? Bah, en fait, je pense que
tu t'attendais beaucoup plus à ce personnage et après, je peux pas trop spoiler, mais malheureusement, On a 2 heures pour le connaître, en fait, ce ouais, personnage. Dans la saison 1, on le voyait à peine, même si Zephyr Niro, il disait qu'il avait déjà kiffé en saison 1, si c'est celui qu'on pense. C'est vrai qu'il est très charismatique, mais c'est pas la même chose entre un personnage où tu t'attaches émotionnellement et un personnage charismatique. Je trouve que c'est 2 choses très différentes. mais même en 2 heures, tu en apprends beaucoup sur ce Oui, quand même. personnage-là. Mais Oui. disons quand même moins qu'avec le personnage principal, Tanjiro, que tu as suivi depuis 26 épisodes et où tu connais vraiment tout long en large, quoi. Donc c'est Mhm. différent, je pense. Mais c'est vrai que dans un certain sens, je crois, Ninja Runa dit que si c'était plutôt par tranche de 20 minutes qu'on avait appris à le connaître, C'est ça ça. aurait un peu plus creusé. Parce que c'est vrai que par tranche de 20 minutes, ça laisse le temps de s'intégrer un peu et de faire comme si on le connaissait depuis plus longtemps que ça. Ouais, Mais c'est ce que dit Ninja Runa et Zephyr Niro, quoi, que c'est plus facile de s'attacher au long terme qu'en 2 heures à un personnage. Bon, après, perso, 2 heures de film, c'est à peu près 6 épisodes d'animé. Et au moins, je le vois d'une tranche, j'ai pas besoin d'attendre une semaine un C'est épisode. vrai, Hein. c'est vrai. Ça dépend des Surtout gens, ça. parce qu'il y a des gens, justement, ils disent qu'ils aiment bien lire le manga, justement, parce que ça leur prend le temps de s'attacher. Et Matt Falafel demande, est-ce que peut-être que le film prend pas assez son temps, justement? Est-ce qu'il aurait fallu que le film soit plus long? D'après moi, non, je pense qu'il a vraiment la Pas non durée plus. idéale. Mais Mm. vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense pas non plus, parce qu'après, ça devient un peu lent, Mm. ou il y a d'autres choses. Enfin, un film, c'est toujours un peu plus rapide qu'une série, comme tu l'as dit. Donc, c'est. Voilà, il y a des avantages du format et des désavantages. Moi, ça ne m'a pas paru un problème, mais je comprends que pour certaines personnes, ça puisse l'être. Après, est-ce que quelqu'un a lu le manga et pouvoir comparer en fait au film? Est-ce que dans le manga, on apprend beaucoup plus sur ce personnage que dans le film? Ou finalement, en fait, on apprend le même niveau d'information? Ouais, Je sais pas ben, non plus. on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce film, il faut aller le voir au cinéma. On vous conseille. Et puis ouais, je sais, est-ce qu'on continue encore un petit peu ou bien je sais pas combien de temps Bah, on d'affilée. arrive bientôt au bout. Hein. Bientôt au bout. Du coup, peut-être qu'on conclut là alors hein, sur le fait Oui, qu'il bah, en faut tout cas, regarder Demon pour Slayer. votre information, l'émission va être diffusée sur YouTube. En tout cas, si vous voulez continuer la conversation, on peut toujours continuer dans les commentaires sur YouTube ou sur les posts de Facebook. En tout cas, n'hésitez pas. Et en tout cas, merci beaucoup à Jérémy et à Elsa pour nous avoir Merci à vous. participé. Merci de l'invitation. Du coup, j'en profite aussi pour remercier l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne et Monsieur Sylvain Meyer. Merci beaucoup à vous pour votre temps et la visite dans la forêt japonaise. J'espère que l'émission donnera envie aux gens d'y aller. Bon, peut-être pas aujourd'hui, hein, vu la tempête qui se prépare, mais quand il fera plus beau. Merci aussi à la régie que vous ne voyez pas, mais que sans lui, on ne serait rien, n'est-ce pas? Allez, les fans dans le chat, allez, dites-lui à quel point il est merveilleux, hein, s'il vous plaît. Voilà. Merci aussi à toute l'équipe de Polyjapan pour l'installation, tout ça, la déco. Merci à notre école, les PFL, bien sûr, pour le prêt de la salle, matériel, et pour les étudiants, bonne chance pour vos examens. Merci à Dash Studio, qui est toujours là pour le design du logo et autres animations. Et puis, ouais, merci à vous, les gars. Et merci à toi, Merci, Pierre. ouais, c'était cool. Hein. Bravo. Et merci à vous d'avoir suivi la première émission de PJTV. N'hésitez Merci pas à beaucoup. nous faire des retours parce que c'est notre première. On est des amateurs, mais on a toujours moyen de s'améliorer, je pense. Hein. Et du coup, on se retrouve en juillet pour la deuxième émission. Donc, suivez nos réseaux sociaux pour connaître la date. Et n'oubliez pas le concours. Allez-y, quoi. Merci Billets. beaucoup. Allez, à une prochaine fois. Et abonnez-vous. Bonne soirée. Ciao. Bonne chance pour la révision. Ah.